Et retour donc sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter en partenariat avec le quotidien Le Monde et France Télévisions. Vous le savez, l'émission s'écoute à la radio sur Inter et se regarde à la télé sur la toute nouvelle chaîne d'information en continu France Info. À mes côtés pour interroger Emmanuel Macron, notre première invitée aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde et Karine Bécard de France Inter. France Inter, questions politiques. Intervenez au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Question Paul. Et vous êtes déjà très nombreux au standard de France Inter, très nombreux également sur Twitter. La parole donc tout de suite à Gilles qui nous appelle du Kremlin-Bicêtre. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Demorand, bonjour Monsieur Macron. Bonjour. Voilà, Monsieur Demorand, vous avez une réputation que j'ai maintes fois vérifiée d'un journaliste pugnace, exigeant sur les réponses de vos invités. Vous avez fort à propos posé une question à Monsieur Macron pour comprendre un peu son positionnement, c'est-à-dire des questions récurrentes sur le ISF, sur les 35 heures, etc. Il y avait et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, on est d'accord Gilles. Voilà. Et d'habitude, vous qui êtes pugnace, vous reposez les questions pour avoir une réponse. Je pense qu'un mais j'avais pas le temps là. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps, Gilles. Maintenant, Monsieur Macron, allez-y. Veuillez répondre. Je prends la place de Monsieur Demorand. Allez-y. Veuillez répondre aux questions de Monsieur Demorand. Voilà. Merci infiniment, Gilles. Restez en ligne. Et vous savez que je défends absolument les questions des auditeurs et je fais tout pour obtenir des réponses. Que faites-vous des 35 heures? Les supprimez-vous, oui ou non? Emmanuel Macron, c'était ça la question. Bonjour monsieur, vous avez raison de revenir à la charge. Néanmoins, j'ai donné tout à l'heure, et après on a dû passer à un autre sujet, le cadre de ce qui est la réponse à ça. Parce que la question clé, c'est pas de savoir s'il faut supprimer ou pas les 35 heures. C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose, Emmanuel Macron, et que vous repose Gilles. Et à laquelle vous ne voulez pas répondre. Si, à laquelle je vais répondre, alors, mais elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui, si on ne le comprend pas, fait que la réponse n'a aucun sens. Aujourd'hui, moi je pense que la définition du temps de travail, elle doit pouvoir être négociée au niveau de la branche et de l'entreprise beaucoup plus souplement qu'elle ne l'est. Donc, je ne suis pas contre les 35 heures, s'il faut choisir un camp et être clair. Je dis juste que permettre que par la loi, pour tous les secteurs, pour tout le monde, de manière indifférenciée, on l'impose, ça a été une erreur. Et ça n'a pas servi certains secteurs. Les 35 heures ont été une erreur. Donc, mais vous ne voulez pas revenir dessus. Non, ne faites pas, s'il vous plaît, répondre clairement aux questions suppose qu'on ne caricature pas les réponses. Alors, comme vous ne répondez pas aux questions, je fais les réponses à votre place. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous êtes des journalistes exigeants et vos auditeurs le sont aussi. On a le droit d'essayer de saisir la complexité du monde. Je dis que la baisse du temps de travail a été une tendance historique. Bon. L'idée, les 35 heures avec les baisses de cotisation qui l'ont accompagné ont un effet positif. Nul ne sait d'ailleurs dire si c'est la baisse du temps de travail ou celle des charges, des cotisations qui les ont accompagnés. Bon. Mais le faire de manière indifférenciée pour tous les secteurs par la loi, c'était pas la bonne méthode. Donc, pour les 35 heures, ma vision des choses, c'est qu'il faut qu'on puisse, au niveau de la branche et de l'entreprise, permettre des négociations plus souples. Ce que d'ailleurs, la loi travail, parce que sur ce point, c'est là l'avancée de la loi travail, a permis. Et je pense qu'il faut... Est-ce que les 35 heures restent la référence? Je pense que les 35 heures, aujourd'hui, sont la référence légale. Et doivent le rester? Et je pense qu'il faut permettre... on peut décider de rouvrir tous les débats. La clé... Non, mais là, on pose une question. Est-ce que ça doit rester la référence légale? Je pense que sur ce sujet, ça peut rester la référence légale. Il faut adapter ensuite, au niveau de la branche et de l'entreprise, donc dans quel des secteur souplesses. Il faut augmenter éventuellement la durée du temps de travail? Mais c'est justement parce que c'est dans les secteurs... Chez les journalistes. Je plaisante. Oui, mais c'est une bonne suggestion. Je vous laisse l'apporter. Non, mais aujourd'hui, prenez l'exemple de l'hôpital. L'application immédiate des 35 heures a créé d'énormes problèmes d'organisation. Surtout parce qu'elle a été appliquée à tous les niveaux. Se poser la question au niveau de la branche et de certaines entreprises est une bonne question. Parce qu'aussi, l'entreprise, et certaines ont réussi à le faire dans le cadre législatif qui était imposé, elles ont parfois, par ces négociations, réussi à se redresser. Dans l'industrie. Donc, exactement, dans l'industrie. Et là-dessus, sur le temps de travail, c'est l'avancée qu'a permis la loi portée par Myriam El Khomri. Ce sur quoi il faut aller, c'était le point de mon propos tout à l'heure, c'est qu'il faut élargir cette capacité à donner plus de souplesse au niveau de l'entreprise et de la branche, parce que les vraies sécurités, on doit les individualiser. Et votre vraie sécurité, c'est pas à mes yeux aujourd'hui de travailler 35 heures versus 32 heures ou autre. C'est de pouvoir être formé, c'est d'avoir des sécurités sur le plan justement du chômage, de la maladie, de l'invalidité,
qui soit pleinement garanti. Gilles posait la question Il y a l'ISF. à ma suite de Voilà. l'ISF. Alors, est-ce que vous le gardez ou pas? Non, je pense que l'ISF suppose d'être modifié. Pourquoi? Parce que moi, je crois dans la souveraineté industrielle de mon pays. Je veux qu'on puisse réindustrialiser plus vite. Modifier, ça veut dire quoi? Modifier ou aboli? Je réponds à la question. J'explique pourquoi je le fais. Parce que ce n'est pas juste des objets dont on a parlé 200 fois qu'il faut essayer d'agiter. Non, ça dessine un portrait en même temps, ces objets-là. Oui, mais ça dessine aussi une cohérence. Alors, Parce que quelle est je vous dis votre pourquoi je cohérence le fais. là-dessus? Ma cohérence, c'est de défendre l'industrie de mon pays. Si on veut une industrie en France, si on veut réindustrialiser, il faut de l'investissement dans le capital fixe, c'est-à-dire moderniser les entreprises, et dans le capital humain, former les individus. Si on veut avoir des entreprises fortes, il faut des marges fortes. C'est l'objet de ce qui a commencé à être fait, et on doit aller plus loin dans cette politique, et il faut en même temps pouvoir financer ces entreprises. Si on veut financer nos entreprises, il faut pouvoir réinvestir l'argent des Français, et en particulier de celles et ceux qui ont réussi, dans l'entreprise. Donc, pas d'ISF pour ceux qui achètent des actions. Aujourd'hui, notre ISF, il préserve, parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'on a gardés, pour l'assurance vie, pour certains placements, des mécanismes parfois de rente, qui financent essentiellement les obligations, et il pénalise des gens qui ont réussi, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont innové, et qui veulent réinvestir dans l'économie. Donc redéfinir l'ISF, on a bien compris. Si on veut être cohérent avec une vision exigeante, une vraie souveraineté économique et industrielle, oui, il faut réformer l'ISF pour permettre à toutes celles et ceux qui ont du capital et qui l'investissent dans l'innovation, dans la production en France et en Europe, eh bien, à ce moment-là, de ne pas être taxé sur cette base. Allez, retour au standard. Bonjour Christophe, vous nous appelez d'Isère, vous avez la parole. Emmanuel Macron vous écoute. Bonjour à tous. Alors, je suis le représentant d'un collectif Ecoplascope. On est l'unique fabricant de barquettes en alu en France. On est basé en Isère, donc à Saint-Vincent-de-Mercuse. Cette entreprise a été liquidée, bouffée par des fonds de pension américains, pillée par des banques. Et vous, Monsieur Macron, vous n'avez pas bougé un orteil. Vous parlez de contact avec le pays, d'écouter le pays. Les salariés, la sénatrice Annie David, le député Pierre Rivaud vous ont interpellé et vous n'avez rien fait. Ce projet a été soutenu par des financiers, par la préfecture, par des clients, par l'Union régionale des SCOP. Et il manquait juste un signe de votre part pour sauver Ecopla et pour inverser la décision d'un tribunal. 2 ans qu'on appelle au secours et qu'on vous a pas entendu. Vous parlez de proximité, vous n'avez pas reçu nos appels. Vous parlez du réel, vous nous avez pas aidés. Vous parlez d'immersion, vous nous êtes jamais venus nous rencontrer. Voilà, aujourd'hui, vous parlez de campagne au porte-à-porte avec vos randonneurs, et vous, votre porte a été fermée pour les salariés d'Ecopla. Monsieur Macron, vous avez fait crever cette entreprise, vous avez mis en danger notre famille, notre vie sociale, et vous n'avez même pas fait la moitié de votre travail. Voilà, Monsieur Macron. Merci Christophe pour cette rude question à laquelle Emmanuel Macron répond. Bonjour monsieur. D'abord, c'est toujours facile dans un plateau comme on est là, de répondre à quelqu'un qui a perdu son emploi ou qui voit son entreprise en effet être liquidée. Donc, moi je mesure la chose. Je connais en effet la situation que vous évoquez et j'ai été saisi. L'État peut faire des choses, mais difficilement revenir sur des décisions de justice. Il est faux de dire que la porte a été fermée. J'ai en effet reçu les sollicitations. Mon cabinet a eu plusieurs contacts avec des représentants et les élus. Et donc ce dossier a été étudié. Et ça n'est pas s'occuper d'un dossier que de penser qu'un ministre, je ne le suis plus aujourd'hui, mais j'ai été sur des terrains difficiles, j'ai été voir des entreprises en difficulté, j'ai gagné des combats, j'en ai perdu d'autres. Mais j'ai aussi un cabinet et une administration qui se sont occupés avec beaucoup de dévouement de tous ces dossiers. Ce dossier a été regardé. Mais quel aveu d'impuissance vu le résultat. Mais parce que vous avez en France, malgré tout, vous avez entendu le ton de la voix de Christophe. Je l'ai entendu, c'est pour ça que je commence par une réponse de considération et que bien sûr vous avez des échecs. Mais en France, vous avez aussi une liberté d'entreprendre et un droit de propriété. Et vous avez parfois des actionnaires cyniques, c'est vrai, qui décident de ne pas totalement aider une entreprise et d'aller au bout. Vous regardez ça en non, vous disant, oui, c'est ça la réalité. Monsieur parfois, il y a des actionnaires cyniques. Mais c'est pas parfois, c'est pas parfois il y a des actionnaires cyniques quand il y a des projets de reprise qu'on peut faire passer. On le fait. On s'est battu à chaque fois pour le faire. Et on en a réussi. Et parfois, vous n'y arrivez pas. Et il y a des décisions de justice, quand elles sont prises, compte tenu justement de l'indépendance, compte tenu de la décision qui a été prise au début de ce quinquennat, que vous avez vous-même, avec beaucoup de vos collègues, réclamé qu'il n'y ait pas d'instruction. Eh bien, vous ne pouvez pas intervenir dans certaines procédures, qui peuvent avoir un caractère cruel. Donc oui, il y a des limites à l'action publique. Oui,
Je n'ai jamais menti pour ma part aux gens en leur promettant monts et merveilles, en disant qu'on allait pouvoir tout arrêter. Parce qu'il y a des actionnaires qui, parfois, n'ont plus de projet pour l'entreprise, veulent juste sa fin, avec un cynisme qui est réel et qu'on ne peut pas bloquer. Et on en fait quoi, Donc, ces oui. actionnaires cyniques alors? Oui, cela On d'abord. travaille avec eux ou pas? Non, on ne travaille pas avec eux. Non, on ne travaille pas avec eux. On leur demande le remboursement des aides lorsqu'ils en ont perçu, ce qu'on a fait à chaque fois. On essaie de presser les choses. On a changé la loi, c'est ce que j'ai porté dans la loi croissance, pour permettre à d'autres actionnaires crédibles, s'ils ont un projet, de pouvoir justement s'imposer aux autres. Mais le problème, c'est que la loi n'est pas faite pour des cyniques. Et en même temps, vous ne pouvez pas empêcher les gens qui ont une entreprise, qui ont le capital, qui ont parfois investi, d'en disposer. Donc oui, il y a des situations cruelles sur le territoire, bien sûr. Mais sur lesquelles la politique est impuissante. Non, puisque vous elle voulez n'est la pas- changer, elle est Non, impuissante. Là. elle n'est Ce pas- que vous venez de décrire, c'est un aveu d'impuissance. Bon, Mais- voilà, c'est la réalité. Ça se Attendez. passe parfois comme ça. Mais bien sûr. Mais commencer à changer la politique, c'est arrêter d'avoir un comportement maternant et de mentir aux gens. Vous êtes comme Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Cette formule avait été dure pour lui. Mais je considère que aujourd'hui, c'est faux de dire que l'État est en situation de régler tous les problèmes et toutes les difficultés. On le constate à chaque instant. Et donc, notre responsabilité, c'est de fixer un cadre, d'éviter justement les comportements délictueux, les excès, de protéger les plus faibles. Mais vous avez des situations dans lesquelles vous êtes face à un échec. C'est vrai, il y en a d'autres où vous y arrivez. Nathalie. On a réussi sur Valourec, on a raté sur San Bremo. c'est peut-être Sur le passé. sujet Copla, je pense qu'il y a encore malgré tout, par la revitalisation et par l'action qui sera conduite, elle le sera par mon successeur Christophe Sirug, des choses à faire. Alors vous avez Mais parlé un d'état cas maternant. n'enferme Est-ce pas. ai-je bien entendu d'état maternant? Oui. C'est-à-dire vous que- considérez, et après on pourra peut-être venir sur cette définition, qu'en gros on protège trop, que les gens sont trop protégés et qu'on a une Et conception. tout que- ça, c'est féminin, en plus. Parce qu'on infantilise les Français. Voilà, c'est ça. Ne c'est me que- faites pas, s'il vous plaît, un procès, parce que j'aurais utilisé le mot maternant, j'aurais pu utiliser Ah non, celui c'est- de paternaliste, si vous préférez. En Ce gros, que je on veux protège simplement trop, c'est ça l'idée. ce que je veux simplement dire ici, Donc, ni c'est que- paternaliste, ni maternaliste. c'est que le rôle des responsables politiques, ça n'est pas de démontrer, dans toutes occasions, dans toutes circonstances, des capacités, des protections que parfois ils n'ont plus et dont ils ne Est-ce qu'on disposent On a- pas. peut aller loin sur le Infantilise les chômage, par Mais exemple. parce que, Est-ce oui, qu'on infantilise mais les parce Français qu'on ne leur dit pas la vérité. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Ouais. Parce que vous avez parfois des changements profonds qui dépassent la capacité que vous avez à y répondre. Parce que vous avez des transformations qui se font, qui sont environnementales, qui sont numériques, qui sont industrielles, qui ne correspondent plus à la réponse que vous pouvez apporter. Je vais prendre un exemple tout simple. Les aciéries, l'aluminium, je me suis beaucoup battu sur le sujet Valourec. Je le prends parce que c'est un sujet sur lequel, là, on a réussi. Valourec s'est trouvé en situation absolument terrible il y a un peu plus d'un an, parce que effondrement du prix de l'aluminium, attaque des Chinois, des Indiens, etc., et effondrement du prix du pétrole. Or, 66% de leurs clients étaient dans le pétrole. Ils ont dû faire une restructuration. Le comportement normal dans la vie politique, c'était d'aller sur le terrain, de dire jamais l'État, la Banque publique d'investissement était au capital de Valourec, jamais l'État ne permettra de faire ça, on va tout bloquer, on va les empêcher, parce que on protège. Je ne l'ai pas fait en responsabilité. Je suis allé sur les sites de Valourec, à Saint-Saulve, à Aulnoy, pour l'expliquer aux gens. C'était pas facile ce jour-là. Je leur ai même dit, on va essayer de ne pas avoir de suppression. Quelques mois après, on a dû en faire des suppressions. Vous voyez ? Je les ai accompagnés en responsabilité, parce que c'était la condition pour sauver l'entreprise. Et donc ça, c'est la responsabilité politique. C'est de dire qu'il y a quelque chose qui est un mouvement que je ne contrôle pas. Je n'ai pas la possibilité de remonter les prix du pétrole. Donc, je dois accompagner cette transformation. La clé, c'est de former les gens qui sont licenciés, c'est de revitaliser les sites qui sont touchés, mais pour aider l'entreprise à vivre. Et à côté de ça, il y a des combats qu'on peut mener et qu'on avait abandonnés. Parce qu'il y a la même entreprise Valourec qui est touchée par une concurrence déloyale des Chinois ou des Indiens. Et là, on ne faisait rien contre cette concurrence déloyale. Et au niveau européen, j'ai porté ce combat pour qu'on mettre des mesures anti-dumping contre les Chinois, qu'on remonte les tarifs et qu'on sauve là l'entreprise contre des attaques injustes. Claude, Donc on peut faire des choses. On peut faire des choses, il faut l'expliquer. Et parfois, oui, il y a des échecs. Ça ne veut pas dire pour autant que la politique ne peut plus rien. Ça veut dire que parfois, on n'y arrive pas. Claude. Et dans ces cas-là, on doit simplement considérer son propre échec, considérer celles et ceux qui en sont les victimes, et j'entends la colère de ce monsieur, mais aussi considérer que cela n'emporte pas tout. Et la clé, c'est ensuite de redonner
une autre perspective sur le terrain à des industries et de redonner aux individus d'autres opportunités. Claude, bonjour et bienvenue sur France Inter, sur France Info, à la radio, à la télé, vous êtes partout. Eh bien écoutez, non, ça ne passe pas. On va retrouver Claude dans quelques instants. Alors j'en profite pour vous poser, Emmanuel Macron, un certain nombre de questions qui nous viennent de Twitter. Mathieu, comment faites-vous pour apparaître moderne en recyclant Thatcher, Reagan et Madelin? Alain Madelin. Oui, vous aviez fait J'avais fait le lien. D'accord. Donc vous êtes thatchérien? Je ne crois pas, mais c'est un peu étrange comme accusation. Le discours que je vous tiens depuis tout à l'heure, ça n'est pas un discours thatchérien, réganien, ni celui qu'a pu porter à un moment Alain Madelin dans la vie politique française. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette critique? Celle d'une brutalité économique et sociale et de ce qu'on appelle un libéralisme, soyons directs. Ultra-libéralisme. Moi, je ne suis pas ultra-libéral. C'est social-libéral? J'aime pas les étiquettes. Je crois dans la liberté. Le problème en France, c'est que le mot libéral ou le libéralisme est empreint. La société, on a des petites questions. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis, par exemple? Non, mais attendez, je ne vais pas jouer. Je ne suis pas en train de dire on va construire par étapes un projet et je ne vais pas jouer aux devinettes. Je suis en train de répondre. C'est pas une devinette, c'est une question. Non, c'est une question. C'est une vraie question. On vous accuse d'être libéral en économie ou un peu schumpeterien ou politique de l'offre, peu importe. Et est-ce que sur les sujets de société, vous vous considérez comme libéral? Alors, je vais répondre à la question qui m'est posée et je viendrai à la vôtre. Je suis pour les libertés parce que je pense que dans notre système économique et social, la liberté permet d'accéder à une plus grande égalité. Je ne suis pas pour autant pour la disparition de l'État. Voilà. C'est liberté d'abord, égalité ensuite. Non, la liberté permet l'égalité. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs même la formule qu'avait socialiste italien qui disait, c'est faire rentrer la liberté dans la maison des pauvres. C'est ça le socialisme, ce que disaient les antifascistes italiens. Bon, donc je pense que la clé, par la liberté, par des ouvertures, c'est de redonner des égalités d'opportunités. Donc oui, je crois à la liberté sur le plan économique et social, et je pense que parfois les protections qu'on a mis, les régulations, les blocages, eh bien, ont en fait des victimes qui sont les plus fragiles. Celles et ceux qui sont en dehors du secteur. Quand on regarde le marché du travail, le marché du logement, on a des victimes, on a des perdants. Et ils sont parfois, justement, ils ont moins d'opportunités que les autres. Quand vous regardez le marché du cannabis aux États-Unis, pour reprendre la question d'Arnaud Le Parmentier, est-ce que vous, ancien ministre de l'économie, vous dites tiens, c'est dommage, on pourrait faire rentrer je vais venir au cannabis, n'ayez pas peur de ça. Mais je réponds sur l'ultralibéralisme. Donc vous l'êtes pas, ça on a compris. Attendez, non. Vous êtes pour la liberté, vous l'avez dit. Je crois à la liberté, simplement en France, il y a une confusion récurrente entre le libéralisme et le capitalisme. Ça n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le libéralisme politique-économique est au cœur du projet de progrès. Et donc, sur ce volet-là, je crois à la liberté dans sa réconciliation à l'égalité. Je ne suis pas ultralibéral parce que je pense que les pouvoirs publics ont un rôle, celui de préserver des sécurités indispensables pour que les individus prennent des risques et des biens communs. Alors, revenons sur les les cannabis, sujets environnementaux et les long terme. Donc je crois à une politique. Revenu sur le cannabis. Est-ce que en termes de liberté, à une politique du bien commun sur les sujets de société. Allez-y Arnaud. Emmanuel Macron, est-ce qu'en termes de société, vous pensez que les gens doivent avoir la liberté de fumer du cannabis? Deuxième question et sous-question là-dessus, est-ce que la légalisation du cannabis serait en plus un moyen efficace de contrôler cette consommation? Deux questions, deux réponses précises, s'il vous plaît. Mais je vais vous dire ma sensibilité et ma réponse provisoire, que j'assume totalement. Parce que c'est un sujet éminemment compliqué. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue, le sujet est ouvert et doit être considéré. Quand on regarde d'ailleurs l'incapacité qu'ont les magistrats de régler le problème d'un point de vue pénal, on voit que nous sommes dans un système très hypocrite. Donc vous n'êtes pas contre. De l'autre côté, j'entends, et je suis aujourd'hui pas en situation, parce que c'est un sujet que je veux travailler, donc je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire, c'est peut-être la mienne aujourd'hui, mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs, c'est pas un sujet qui est léger, donc je souhaite qu'on puisse ouvrir ce sujet, et je souhaite l'aborder de manière méthodique dans les semaines qui viennent. Mais je ne suis pas contre, pour un principe, là aussi, d'efficacité et de justice, au fond. C'est un peu ça,
ce que je retiendrai Nathalie derrière. Carine qui veut... Mais Nathalie voyez, Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric. Parfois, ce que je veux vous dire par là, c'est que... Non, mais on veut savoir si vous êtes libéral sur tout ou conservateur sur un certain nombre de sujets. Je ne suis pas... Si vous êtes un faux libéral, en Ou fait. un vrai, Ou un vrai conservateur. Non, si vous êtes simplement une manière un peu plus cool d'être de Et avoir droite des que petites les autres. précisions. Non, mais voilà. Sur le cannabis, on Vous réfléchit. pouvez- Je trouve le côté ni droite ni Alors, gauche là quand même. Hein. mais- C'est compliqué pour vous, je trouve. Mais non, j'essaie d'avoir une pensée structurée. C'est cette politique du bien commun à laquelle je crois. Mais si ça vous rassure de m'enfermer dans des cases Non, non, on veut. qui sont, Non, pas du tout. Non, pas du tout, qui sont c'est les pas le vôtres, genre. Juste libéral, une pas libéral, droite, Non, non. gauche, Ouais. vous pouvez. Non, juste Je dis petite juste question. que... On je essaie dis- de trouver votre électorat en fait. Et quand Je on dis vous juste- entend, on se demande où est Mais votre ça- électorat mais- et à mais- combien mais vous ça- l'estimez. Votre Ne colonne vous en préoccupez vertébrale, pas, parce vous que- parlez d'électorat, moi je parlerais Mais plutôt de merci, colonne je préfère ça. vertébrale. Parce Ouais. que vous constatez Voilà. que j'en ai une. Petite scoliose là, Non, idéologique. mais hein. pourquoi Bah parce que Mais parce que on vous ne voudrez- sait pas au bout d'une heure et demie d'émission, on ne sait pardonnez-moi, toujours pas ce est-ce que que vous je- pensez. Est-ce que je ne vous ai pas répondu clairement sur le marché du travail? Est-ce que je ne vous ai pas répondu clairement sur les 35 heures ou sur l'ISF? Est-ce que je ne vous ai pas répondu clairement sur la laïcité? Est-ce que je ne vous réponds pas clairement là? Donc vous être êtes clair, c'est autre chose qu'être caricatural, Nicolas Demorand. Mais je suis être entièrement clair dans un d'accord monde avec vous. compliqué qui est en train de se transformer, c'est refuser parfois les facilités du débat public. Non, mais parce que c'est vous ces demandez si facilités, vous êtes elles nous libéral, enferment. c'est une belle et noble question je pense philosophique y à avoir laquelle vous répondu. avez répondu oui. Je crois, Nathalie je Saint-Cric. crois à la liberté et en même temps, je crois aussi au rôle de l'État. Donc oui, je suis sur le plan politique, sur le plan économique, Hollandais. du côté de la liberté. Non, écoutez, Bah si vous êtes Alors- un homme de la synthèse. alors, attendez. mais écoutez, j'ai ma cohérence intellectuelle, je la revendique, et la cohérence, Alors, je la partage avec Nathalie, celle de ceux qui Question, me suivent. on Une passe au question qui est standard. assez simple. Arnaud Montebourg et d'autres personnes à droite ont proposé que les jeunes refassent un service militaire obligatoire, 6 mois obligatoire. Hein. C'est-à-dire pas on a envie de le faire, on le fait. Est-ce que vous considérez, alors est-ce que vous avez réfléchi au sujet? Est-ce que vous avez une position? Est-ce que vous trouvez qu'une fois de plus, on n'a pas à se mêler de ce que les jeunes ont envie de faire? Non, je pense que sur ce sujet, l'idée d'aller plus loin dans justement la réserve, qui est différente, Différent. et de Volontaire. continuer à former des individus sur les sujets de sécurité, Mais est-ce d'avoir qu'on ce modèle. impose aux jeunes Je- Est-ce qu'on impose? C'est la même philosophie, tout à l'heure, c'est la même histoire, Oui. libérale, pas libérale. Oui, enfin, ça n'est pas que ça. Non, Je mais- pense qu'aujourd'hui, imposer à toute une classe d'âge pendant 6 mois ou 1 an n'est pas une bonne idée. D'abord parce que ça n'est pas l'idée en effet que je me fais de l'engagement aujourd'hui, et je pense que ça doit être un sujet d'engagement. Parce qu'ensuite, compte tenu des contraintes de l'armée et du choix qui a été fait il y a 20 ans d'une Ça armée de coûterait métier, cher. ça n'est surtout pas réaliste, Mhm. ça n'est pas faisable. Et enfin, parce que je pense que ce dont nous avons besoin, c'est de continuer à former des individus, femmes et hommes, de manière volontaire, justement à la participation à la sécurité nationale du pays, et que ça ne suppose pas de passer tout le monde dans La moulinette du la service moulinette du militaire. service. Allez, on retourne au standard. Claude, bonjour, on vous a Oui. retrouvé. Ah, je suis là. Nous vous écoutons. Soyez le bienvenu. Emmanuel Macron vous écoute. Bonjour Monsieur Macron, je Bonjour, vous appelle monsieur. de Guyane, ce coin de France au nord de l'Amérique du Sud. Dans ce désordre international, Monsieur Macron, avec ses guerres, ses coups d'État, ses révoltes et ses révolutions, qui nécessitent l'intervention de la France pour des raisons politiques et humanitaires, pensez-vous avoir suffisamment d'expérience, si vous étiez à la tête de l'État, pour répondre avec efficacité aux multiples problèmes qui s'imposent et qui continueront de s'imposer? Merci Claude pour cette très bonne question de politique étrangère. Emmanuel Macron vous répond. Bonjour monsieur. D'abord, par votre question, vous allez contenter toutes celles et ceux qui sont avec moi sur ce plateau, qui ont essayé de me mettre dans cette situation. Donc j'aborderai le sujet avec prudence et de manière théorique à ce stade. Je pense que si on considère qu'il faut une expérience d'exercice du pouvoir pour être légitime, ça veut dire qu'il faut avoir été ou ministre de la Défense, ou ministre des Affaires étrangères, ou président de la République pour exercer de telles fonctions. Et quand je considère les derniers présidents, je ne crois pas qu'ils avaient eux-mêmes, en accédant aux responsabilités, de telles compétences. Je crois simplement qu'il faut, pour cela, avoir une vision claire des jeux internationaux, s'entourer de gens crédibles et d'expérience, et avoir une vision cohérente. Voilà. Donc oui, je pense que cela est possible pour qui décide d'avoir cette cohérence et cette capacité à s'entourer. Vous n'êtes pas encore au point, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas du tout ce que je suis Et en 8 train de mois, dire. ça suffirait Parce que- justement pour parce que- être au point? Non, parce que je n'ai pas attendu aujourd'hui pour réfléchir à ces sujets. Vous m'avez entendu m'exprimer sur l'Europe. J'ai aussi pris des positions sur la géopolitique. Nous l'avons d'ailleurs évoqué tout à l'heure
en parlant des réfugiés. Et je pense que ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Donc non, je vous rassure, je ne fais pas faire des cours du soir. Ce n'est pas mon objectif Est-ce que vous aujourd'hui. n'avez pas grandi trop vite quand même? Pardon? Est-ce que vous n'avez pas grandi trop Mais vite là, quand vous même, avez raison, ce politiquement sont les arguments d'un système qui ne veut pas se renouveler. Je veux dire, est-ce que avoir été maire, député, conseiller général ou que sais-je pendant 20 ans vous forme mieux à ces sujets? Non. Bon, la réponse est dans la question, c'est non. Hein. Non. Donc c'est avoir une conscience politique sur ces sujets, les avoir travaillés, être bien entouré et avoir une vision cohérente. Celle-ci, je la déclinerai. On repart au standard. Je rassure monsieur que je salue sur ce petit coin de France au cœur de l'Amazonie. Voilà, qui m'est cher. Anne nous appelle de Lille. Bonjour Anne, bienvenue. Oui, bonjour. Donc oui, je m'appelle Anne, j'ai 19 ans et je suis passionnée par la politique depuis un certain bout de temps déjà. Déjà, je voulais vous remercier parce que vraiment, vous redonnez foi en pas mal de jeunes parce que vous parlez d'une nouvelle communication politique. Enfin, même vous introduisez une nouvelle communication politique aujourd'hui en France et ça fait plaisir. Mais vraiment, je voulais savoir si vous étiez sincère à travers cette démarche parce que nous, les jeunes, on a vraiment besoin de clarté, d'un politique qui soit vraiment franc avec nous et qui arrête de cacher les choses à moitié. Et on voudrait vraiment savoir si vous serez capable et si vous serez prêt à venir nous voir, nous écouter, nous et nos conseils, plutôt que venir nous voir comme tous les autres, juste par symbole et pour faire des articles dans les médias en fait. Et Anne, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron se cache ou se dérobe sur un sujet en particulier? Non, justement, moi je suis vraiment avec lui pour l'instant de ce que je vois parce que vous êtes avec Emmanuel Macron, d'accord. Oui, voilà, mais c'était juste pour savoir si c'était vrai, si c'était... Voilà. Eh oui, la question de la déception qu'on sent poindre au cœur de cet enthousiasme. Merci Anne, 19 ans donc, qui aime énormément la politique. Emmanuel Macron, que lui répondez-vous? Allez-vous les décevoir? Et je vous remercie de reformuler la question de manière aussi positive. J'ai entendu votre préoccupation et en tout cas votre question que je suis encore en train de réfléchir moi là. Que j'ai pris comme un défi parce que en France on a un paradoxe. On est sans doute l'un des pays qui aime le plus la politique et c'est ce que vous disiez il y a un instant. Et en même temps on est le pays où la défiance est la plus grande à l'égard des partis ou des responsables politiques. C'est un paradoxe, il faut quand même le toucher du doigt. Mais est-ce que vous ne risquez pas de tomber dedans? Parce qu'on apprend, par exemple, vous allez faire des conférences rémunérées. Je vais répondre à ce sujet, mais je vais quand même par courtoisie répondre à la question qui m'est posée. Et pas à la suivante. Et je vais répondre aussi à la suivante, comme je le fais alors à chaque fois. dépêcez-vous, le temps passe. Si vous décidez d'en poser 3 en même temps, ça suppose un peu d'esprit de méthode. Si vous les y répondiez, on en poserait moins. Allez-y. Excusez-moi, mais je commence à répondre à mademoiselle et monsieur me coupe. Faire des conférences et donc, je suis simplement en train de vous dire qu'aujourd'hui, ma conviction très profonde, c'est pas que les Français ne font plus confiance dans la politique, c'est que les hommes politiques n'ont plus confiance dans les Français. C'est ça le vrai sujet. Donc la démarche qui est la mienne, c'est de faire confiance. Donc je vous rassure, moi je mesure très bien le poids de la confiance qui est faite en moi. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un dont c'est peut-être le premier engagement politique, quelqu'un qui décide de m'accompagner, qui dit j'ai quelque chose à dire, je sais que ça m'oblige. Donc c'est pour ça que je ne prends pas les choses en légèreté. C'est aussi pour ça que je ne veux pas répondre parfois trop rapidement à des sujets, parce que je veux continuer à écouter et à travailler. Donc la démarche qui est la mienne aujourd'hui, c'est de construire cette nouvelle offre politique, de construire ce mouvement, de continuer cette écoute qu'on a commencée. Parce que la démarche, tout le monde s'est moqué de nous là aussi avec beaucoup de cynisme. C'est de dire d'aller écouter les Français et les entendre parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les plus jeunes, les perdants de notre économie, ceux qui sont dans l'agriculture, dans les territoires les plus reculés, dans les quartiers les plus difficiles, ils ont quelque chose à dire sur la vie politique. Et c'est généralement pas les débats qu'on a. Ils n'ont pas des questions sur les 35 heures ou l'ISF. Hein. Ils ont des débats sur leur quotidien. C'est pas ça leur quotidien. Et donc on ne les écoute plus. Ne nous la faites pas à l'envers, s'il vous plaît, Emmanuel Macron. Pardon, je n'emploierai pas ce terme. Moi je l'emploie. Mais moi je peux vous le dire. Ça c'est la s'appelle vérité. Du populisme. Non. Si. Mais vous faites comme vous voulez. Mais vous faites comme vous voulez. Mais vous aussi. Ça s'appelle pas du populisme que d'aller écouter les gens. Non, mais non, mais parce pas que du j'ai tout. répondu à vos questions. Ce que vous venez de dire sur les 35 heures et l'ISF, ça s'appelle du populisme. J'ai répondu à la question. Oui, bien sûr, mais je peux vous dire aussi que ça ne doit pas être l'objet unique du débat public. Et j'ai bien entendu ces critiques qui me sont faites. Mais c'est la réalité et c'est la question de mademoiselle. Alors, et sur les conférences à Londres, question d'Arnaud Le Parmentier. C'est la réalité, malgré bien la conférence. C'est la réalité de notre pays. C'est la réalité de notre pays qu'il faut savoir aussi entendre. Pour vous taquiner, monsieur Macron, combien ça va-t-il coûter
m'écouter, Mais d'aller vous attendez, écouter. Est-ce que vous pouvez me laisser Mais finir vous cette avez beaucoup réponse parlé, là. importante Oui, et je oui. vais tout de suite vous répondre, je vous rassure, avec la même clarté et le même détail. Je dis simplement parce que c'est un sujet important. Parce que quand les gens n'ont plus confiance dans la politique, c'est en effet qu'on les a trahis. Donc, ma volonté, à travers ce mouvement, c'est de créer de manière claire cette offre politique avec des cercles de réflexion pour renouveler les sujets sur les grandes questions que vous avez évoquées pendant ce débat. Mais en même temps aussi d'entendre les gens. Pas en effet d'aller sur la photo avec eux. C'est pour ça que je vais, dans les prochaines semaines, faire cette phase d'immersion, aller aux côtés, et je veux rassurer mademoiselle, oui, j'irai aux côtés des jeunes et des autres pour entendre, pour échanger avec vous, sans et vous ne médias. les décevrez pas. Sans médias, et je ferai tout pour ne pas les décevoir. On n'est jamais maître de la déception qu'on crée ou pas. Et on n'est jamais aussi bien que quand il n'y a pas de médias. Mais Sur Londres, non, juste mais répondez. Ne faites pas non plus de facilité Non, là-dessus. non, Mais je répondez. pense que la question de la sincérité qui est comme posée est dirait Jean-Pierre fondamentale. Elkabbach. Je vais répondre là-dessus. Répondez. Aujourd'hui, j'ai créé un mouvement politique le 6 avril dernier. Ce mouvement politique, il a aujourd'hui 75 000 adhérents. Il n'a aucune subvention publique. Aucune. Parce que ce sont les règles aujourd'hui établies. Donc vous devez travailler pour avoir Donc, gagné de l'argent. Non, je ne parle pas de votre serviteur, je parle du mouvement. Je ne parle du mouvement. Je ne ferai pas, moi, pour vivre, de telles conférences. Pour le mouvement, j'irai solliciter la générosité des Français, d'autres, pour justement le financer. Et je le ferai sans aucun état d'âme. Parce que, je l'ai déjà dit, la démocratie, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. On a bien Je compris. suis à côté de mouvements politiques qui touchent du contribuable entre 1 ou 2 pour les plus petits et 18 ou 20 pour les plus gros millions d'euros. Bon, donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les mêmes me font le reproche dans 6 mois en disant vous n'êtes pas capable de mener la bataille, vous n'avez pas de moyens. Mais donc, on peut avoir le montant ou pas Donc, on va au le montant, standard. il est simple. Je vais être très simple avec vous. Le montant, il est de 7 500 € par personne. Et la force de ce Et il y a mouvement, combien de personnes c'est la... Ah bah vous le voyez bien, là il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui ont donné pour d'ailleurs nous permettre de fonctionner jusqu'alors. Bon, et on va fera la continuer. multiplication. Je Mais voudrais juste donner la parole clé- à Thierry, s'il vous et plaît. la clé S'il vous là-dessus, plaît. je vous le dis très franchement, si on veut qu'il y ait un renouveau politique, compte tenu des règles qui sont les nôtres, ben je vous le dis, faut adhérer En Marche et faut donner En Marche. Oui. Thierry, bonjour. Bonjour, je vais être bref, je suis en plein déjeuner avec de bons vins à Lyon. Quelle chance. Nous, on a de l'eau. Oui, des Châteauneuf-du-Pape 2005. Oh, pas mal. Mes questions à M. Macron, mes respects, M. l'ex-ministre. En 2017, serez-vous PDG de l'entreprise France, PDG de la banque Goldfinger Sachs, PDG d'une compagnie d'autobus ou éventuellement rédacteur en chef de Closer? Oh, C'est vilain, quelle tout ça. question. Allez-y, mollo sur le Châteauneuf, Thierry. Mais c'est une bonne question quand même. Écoutez, je vais vous dire, je ne savais pas, Très bonne question même. je ne savais pas il y a quelques mois que je me retrouverais aujourd'hui ici dans cette condition. Je ne savais pas il y a un peu plus de 2 ans que j'allais devenir ministre quelques semaines plus tard. Donc je ne sais pas vous dire ce que je deviendrai à l'été 2017. Mais est-ce que vous serez encore haut fonctionnaire Ce Parce que, ce que je sais vous dire, monsieur, c'est que j'aurai mené tous les combats pour faire gagner les idées auxquelles je crois. C'est que j'aurai mené tous les combats pour que le progressisme auquel je crois puisse non seulement être présent au 2e tour de l'élection présidentielle, mais même l'emporter. Et tous Voilà. les combats pour que la presse People vende bien aussi. Mais Nicolas Demorand, est-ce que vous pensez une seule seconde Oh, vous avez un rapport un peu. Comment Mais dire, attendez, est-ce que vous pensez une un peu seule fasciné au truc quand même. Est-ce que fasciné, moi Oui. Non. Bah, je sais pas pourquoi vous y êtes autant alors dans les Mais journaux. est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai fait la une de cette édition? C'est moi qui vous ai imposé de venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez invité. Vous m'avez invité pourquoi? Parce que vous pensiez sans doute... Non, je ne me classais pas dans la même catégorie de mais presse que Closer, simplement, pas vous plus n'êtes que pas Le dans- Monde d'ailleurs. Vous n'êtes Oui, pas oui. dans la même Mais catégorie. c'est des de- questions qu'on peut se poser Non, aussi. vous n'êtes pas dans la même catégorie de presse, Oui. mais vous êtes aussi des journalistes et vous avez une démarche vis-à-vis d'un public. Donc je dis simplement que je ne me suis pas imposé dans votre émission. Vous m'avez invité. Vous m'avez invité parce que sans doute... Sur la dimension people, Sans c'est doute ça, pour vos la auditeurs vraie ou vos question. téléspectateurs, il y avait un intérêt à ce que je sois là. Eh bien, Et c'est vrai. de la même façon, je ne m'impose pas à la presse People. Je n'ai pas de relation avec la presse People. Je ne fais pas les unes de la Mais presse est-ce que vous People. pensez que ça peut vous nuire? Je ne fais pas les unes de la presse People. La presse People fait des unes sur moi. C'est différent. Ça vous gêne? Et n'y Ça voyez vous pas gêne? Vous trouvez que d'intentionnalité. c'est trop? Oui, ça me gêne. Et là, c'est trop. Allez, on Et là, arrête c'est là. trop. Pourquoi? On Mais arrête là. c'est important parce qu'on a là aussi, comme sur l'argent en France, un rapport traumatique à la vie privée. J'ai décidé de ne pas cacher ma vie privée. Pourquoi?
Parce que oui, j'ai une femme, je pars en vacances avec ma femme parce que je l'aime, parce que ma famille est importante et parce que c'est le socle de ma vie. Donc je ne vais pas le cacher, je ne vais pas le mettre de côté, ça ce serait insincère. Mais je ne vais pas en vacances pour poser dans les magazines People. Est-ce qu'en même temps je dois en avoir honte ou le cacher? Non. Ça me gêne, pourquoi? Parce que ma démarche, elle est politique, ma démarche, elle est de fond et pour mon pays. Et elle n'est pas frivole. Elle n'est pas frivole et elle n'est pas de mettre mon couple en avant. Compris. Et puis enfin, 13h52. ma démarche vis-à-vis de ma femme, qui a une carrière, qui est enseignante, qui est aimée et respectée pour ce qu'elle est réductrice à travers cette démarche, à travers tout cela. Et donc, je n'aime pas cela aussi pour elle. 13h52, voilà. On va accueillir maintenant nos camarades de Pixel. Référence légale. Je pense que sur ce sujet, ça peut rester la référence légale. Il faut adapter ensuite au niveau de la branche et de l'entreprise. Et donc dans quel des secteur il souplesses. faut augmenter éventuellement la durée du temps de travail? Mais c'est justement parce que c'est dans les secteurs... Chez les journalistes. Je plaisante. Oui, mais c'est une bonne suggestion, je vous laisse l'apporter. Non mais aujourd'hui, prenez l'exemple de l'hôpital. L'application immédiate des 35 heures a créé d'énormes problèmes d'organisation. Surtout parce qu'elle a été appliquée à tous les niveaux. Se poser la question au niveau de la branche et de certaines entreprises est une bonne question parce que si l'entreprise, et certaines ont réussi à le faire dans le cadre législatif qui était imposé, elles ont parfois, par ces négociations, réussi à se redresser. Dans l'industrie. Donc, exactement, dans l'industrie. Et là-dessus, sur le temps de travail, c'est l'avancée qu'a permis la loi portée par Myriam El Khomri. Ce sur quoi il faut aller, c'était le point de mon propos tout à l'heure, c'est qu'il faut élargir cette capacité à donner plus de souplesse au niveau de l'entreprise et de la branche, parce que les vraies sécurités, on doit les individualiser. Et votre vraie sécurité, c'est pas à mes yeux aujourd'hui de travailler 35 heures versus 32 heures ou autre. C'est de pouvoir être formé, c'est d'avoir des sécurités sur le plan justement du chômage, de la maladie, de l'invalidité, qui soient pleinement garanties. Gilles posait la question à ma suite de l'ISF. Est-ce que vous le gardez ou pas? Non, je pense que l'ISF suppose d'être modifié. Pourquoi? Parce que moi, je crois dans la souveraineté industrielle de mon pays. Je veux qu'on puisse réindustrialiser plus vite. Modifier, ça veut dire quoi? Modifier ou aboli? Je réponds à la question. J'explique pourquoi je le fais. Parce que ce n'est pas juste des objets dont on a parlé 200 fois qu'il faut essayer d'agiter. Ça dessine un portrait en même temps, ces objets-là. Oui, mais ça dessine aussi une cohérence. Alors, parce que quelle est votre cohérence là-dessus? Ma cohérence, c'est de défendre l'industrie de mon pays. Si on veut une industrie en France, si on veut réindustrialiser, il faut de l'investissement dans le capital fixe, c'est-à-dire moderniser les entreprises, et dans le capital humain, former les individus. Si on veut avoir des entreprises fortes, il faut des marges fortes. C'est l'objet de ce qui a commencé à être fait et on doit aller plus loin dans cette politique. Et il faut en même temps pouvoir financer ces entreprises. Si on veut financer nos entreprises, il faut pouvoir réinvestir l'argent des Français et en particulier de celles et ceux qui ont réussi dans l'entreprise. Aujourd'hui, notre ISF, il préserve, parce qu'il y a des avantages fiscaux qu'on a gardés pour l'assurance vie, pour certains placements, des mécanismes parfois de rente qui financent essentiellement les objets que par la loi, pour tous les secteurs, pour tout le monde, de manière indifférenciée, on l'impose, ça a été une erreur. Et ça n'a pas servi certains secteurs. Les 35 heures ont été une erreur. Donc, mais vous ne voulez pas revenir dessus. Non, ne faites pas, s'il vous plaît, ne répondre clairement aux questions. Suppose qu'on ne caricature pas les réponses. Alors, comme vous ne répondez pas aux questions, je fais les réponses à votre place. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que vous êtes des journalistes exigeants et vos auditeurs le sont aussi. On a le droit d'essayer de saisir la complexité du monde. Je dis que la baisse du temps de travail a été une tendance historique. L'idée, les 35 heures avec les baisses de cotisations qui l'ont accompagné ont un effet positif. Nul ne sait d'ailleurs dire si c'est la baisse du temps de travail ou celle des charges, des cotisations qui les ont accompagnées. Mais le faire de manière indifférenciée pour tous les secteurs par la loi, c'était pas la bonne méthode. Donc, pour les 35 heures, ma vision des choses, c'est qu'il faut qu'on puisse, au niveau de la branche et de l'entreprise, permettre des négociations plus souples. Ce que d'ailleurs la loi travail, parce que sur ce point, c'est là l'avancée de la loi travail, a permis. Et je pense qu'il faut... Est-ce que les 35 heures restent la référence? Je pense que les 35 heures aujourd'hui sont la référence légale. Et doivent le rester? Et je pense qu'il faut permettre... Non mais, on peut décider de rouvrir tous les débats. La clé... Non mais là, on pose une question. Est-ce que ça doit rester là? D'accord, Gilles. Voilà. Et d'habitude, vous qui êtes pugnace, vous reposez les questions pour avoir une réponse. Je pense qu'à un oui, mais j'avais pas le temps là. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps, Gilles. Maintenant, Monsieur Macron, allez-y. Veuillez répondre.
je prends la place de M. Demorand. Allez-y. Veuillez répondre aux questions de M. Demorand. Voilà. Merci infiniment, Gilles. Restez en ligne. Et vous savez que je défends absolument les questions des auditeurs et je fais tout pour obtenir des réponses. Que faites-vous des 35 heures? Les supprimez-vous, oui ou non? Emmanuel Macron, c'était ça la question. Bonjour monsieur, vous avez raison de revenir à la charge. Néanmoins, j'ai donné tout à l'heure, et après on a dû passer à un autre sujet, le cadre de ce qui est la réponse à ça. Parce que la question clé, c'est pas de savoir s'il faut supprimer ou pas les 35 heures. C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose, Emmanuel Macron, et que vous repose Gilles. Et à laquelle vous ne voulez pas répondre. Si, à laquelle je vais répondre, alors mais elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui, si on ne le comprend pas, fait que la réponse n'a aucun sens. Aujourd'hui, moi je pense que la définition du temps de travail, elle doit pouvoir être négociée au niveau de la branche et de l'entreprise beaucoup plus souplement qu'elle ne l'est. Donc, je ne suis pas contre les 35 heures, s'il faut choisir un camp et être clair. Je dis juste que permettre... Et retour donc sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter en partenariat avec le quotidien Le Monde et France Télévisions. Vous le savez, l'émission s'écoute à la radio sur Inter et se regarde à la télé sur la toute nouvelle chaîne d'information en continu France Info. À mes côtés pour interroger Emmanuel Macron, notre première invitée aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde et Karine Bécard de France Inter. France Inter, questions politiques. Intervenez au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Question Paul. Et vous êtes déjà très nombreux au standard de France Inter, très nombreux également sur Twitter. La parole donc tout de suite à Gilles qui nous appelle du Kremlin-Bicêtre. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Demorand. Bonjour. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour. Voilà, Monsieur Demorand, vous avez une réputation que j'ai maintes fois vérifiée d'un journaliste pugnace, exigeant sur les réponses de vos invités. Vous avez fort à propos posé une question à Monsieur Macron pour comprendre un peu son positionnement, c'est-à-dire des questions récurrentes sur le ISF, sur les 35 heures, etc. Il y avait et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, on est d'accord.